son de l'horreur et de la peur. Bonjour, bienvenue à vous, chers amis, passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, prof chargé d'enseignement ici à l'Université Laval. Bienvenue à notre spécial d'Halloween d'IA Café, notre spécial spooky en intelligence artificielle. Le concept, il est simple. On parle d'IA, on vous raconte des histoires d'horreur en IA. Et pour vous raconter leurs histoires en IA, nous sommes nombreux autour du feu de camp, en pleine noirceur, derrière notre petit chalet isolé en forêt. La première, experte en pédagogie universitaire, elle vit depuis 3 ans le cauchemar avec des étudiants qui traumatisent le corps enseignant avec leur masque horrible de ChatGPT, Marie-Ève Varon. Marie-Ève Vachon, ça va? Et là, comment ça va, Marie-Ève? Ça va très bien, merci Jean-François, et toi? Bien, merci. De l'autre côté de l'océan, ils sont nombreux aussi. La première, elle vit tous les jours la peur de voir le Louvre se faire voler de nouveau. Shirley Plumerin est là. Comment ça va, Shirley? Ça va super, et toi? Très bien. Le deuxième, Stéphane Minéo, est là aussi. Comment ça va, Stéphane? Ça va très bien. C'est toi le mastermind, il paraît, derrière ce vol. Non, c'est pas ça. Le dernier, attention, préparez-vous, c'est un invité très spécial. Ça faisait longtemps que je voulais créer une belle synergie avec nos 2 podcasts. Il anime et produit le podcast Tsunamia. De l'autre côté de l'océan, Dimitri Foucault est avec nous. Comment ça va, Dimitri? Ça va très bien. Je suis venu avec ma planche de surf justement pour surfer sur le tsunami de l'IA. Yes, c'est ton concept. Et évidemment, c'est une belle grande vague depuis plus que 5 ans maintenant, là. Parle-nous un peu de ton podcast. C'est quoi Tsunamia? Exactement. Alors Tsunamia, c'est un podcast qui sort toutes les semaines. Alors généralement en début de semaine, mais bon, ça peut arriver que ça se décale un peu plus tard, surtout quand il y a des grosses annonces. Et ce que je fais, c'est principalement couvrir l'actualité liée à l'intelligence artificielle, essayer de décrypter un petit peu tout ça. Je passe beaucoup de temps aussi à utiliser tous les outils qui sortent en permanence. Donc ça permet un peu d'avoir un point de repère pour savoir quel est le dernier outil à la mode, qu'est-ce qui est intéressant un petit peu en matière d'intelligence artificielle et qu'est-ce qui se passe dans cet univers qui change très 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 régulièrement et très fréquemment. Et quand j'ai un petit peu plus le temps, j'aime bien faire des interviews avec des start-upers, avec des experts du domaine. Des fois, je vais aussi à certains événements où je peux un peu interroger des professionnels du domaine et en profiter pour bénéficier un petit peu de leur expertise. Oui, c'est exactement pour ça que j'ai commencé à écouter ton podcast, Dimitri. C'est tout ce côté-là, les échanges, les bancs d'essai aussi. Moi, j'aime bien ce que tu fais avec t'essaies tout. Moi, je suis loin de maîtriser tout ça. J'ai pas toujours le temps, d'ailleurs, d'essayer de maîtriser tout ça. Puis, tu maîtrises souvent ces outils-là beaucoup mieux que moi. Donc, je te regarde tester. Je te regarde des fois avoir des échecs aussi. Ça aussi, c'est mon moment préféré. Là, il teste quelque chose, puis non, ça marche pas exactement comme on nous l'avait promis là, sur la pub. Ça fait partie de la dynamique. Bien content de t'avoir avec nous. Ça faisait longtemps que je voulais faire ce crossover, ce recoupement entre nos 2 podcasts. On va se créer un multivers entre nos podcasts. Dimitri, je voyais que tu avais une formation en informatique et management sur ton compte LinkedIn, c'est ça? Pour me présenter un petit peu plus au niveau du parcours. Effectivement, au niveau parcours académique, moi j'ai fait un master en méthode informatique appliquée à la gestion d'entreprise. Bon, c'était un double cursus, mais l'idée c'était surtout de travailler sur la gestion de projets informatiques de façon générale, et c'est comme ça que j'ai démarré dans la vie professionnelle. Et je me suis très rapidement orienté, moi, vers la cybersécurité. J'ai fait mon mémoire sur ce sujet-là. C'est un sujet qui m'a toujours attiré. Et en fait, au fur et à mesure des années, j'ai continué dans le domaine. Mais il y a de ça 2 ans et demi à peu près, j'ai commencé à avoir des accès un peu anticipés sur les premières versions de ChatGPT à l'époque, où il fallait aller sur le playground, on pouvait pas faire de compte, etc. J'ai commencé à voir ce qui était possible avec tout ça.
Ça m'a un peu ravivé tout ce que j'avais appris aussi en cours sur le développement et compagnie. Moi, à l'époque, je faisais plus du big data, mais voilà, la data, c'est toujours de façon très reliée à l'intelligence artificielle. Et donc, ça m'a vraiment donné envie de creuser le sujet. Et je me suis dit qu'un podcast, ce serait un très bon média pour faire ça. J'ai toujours aimé un peu la partie création de contenu. Je suis moi-même un très très grand fan de podcasts. Donc je me suis dit que j'allais me lancer sur ce domaine-là et que ça me forcerait à avoir une veille du coup toutes les semaines parce que j'ai pas le choix. Faut que j'enregistre. C'est ça que ça fait, c'est le podcast. Ça a l'air de rien, mais on n'a pas le choix de suivre. On invite, on rencontre, on fait des activités, on se prépare. Puis tout ça, ben ça nous forme, c'est constant, ça nous laisse jamais tomber. Puis à la fin, on développe aussi notre savoir à travers tout ça. Ben merci d'être là encore, Dimitri, avec nous. On va commencer par notre premier bloc. On est prêt, on y va. Encore une fois, vous connaissez notre concept. On se raconte des histoires d'horreur parce que les meilleures histoires d'horreur sont des histoires d'IA. Du moins, c'est la prémisse aujourd'hui. Il y en a plein, hein, la perte de contrôle. La bête qui se retourne contre le maître, la naissance d'une nouvelle forme de vie malveillante, on en voit de toutes sortes, ou un CEO d'OpenAI qui veut se lancer dans la production de vidéos pornographiques. Ça aussi, ça fait peur. L'horreur peut prendre différentes formes. On va commencer par, ici, Marie-Ève, ton histoire d'horreur, qu'est-ce que tu as envie qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Je vais vous le raconter sous forme d'histoire. Vous la connaissez potentiellement, mais si je vous la raconte aujourd'hui, c'est parce que l'horreur qu'elle génère en moi est encore vivante et très vive. Alors, imaginons un chef d'État, un chef d'une grande démocratie. Oui. Appelons-le Donald. Pour l'exemple, oui. Pour l'exemple, pour l'histoire. Juste au hasard, oui. Vraiment. Oui, tout à fait. Et qui adopte des politiques discutables, du moins aux yeux de son peuple, voire aux yeux de l'humanité entière. Une bonne partie. Une bonne partie. Et qui assiste, impuissant, à des manifestations monstres d'une proportion, somme toute, considérable de son peuple, et qui, en guise de réplique, utilise ce nouvel outil à sa disposition. Je sais où ça s'en La génération de vidéos, et qui choisit de générer une vidéo où il se personnifie comme un roi coiffé d'une couronne dorée qui, aux commandes d'un jet, largue, sans retenue, sans complexe. Du chocolat, je pense, non? Une substance que je n'ose même pas nommer, une substance organique, de la couleur du chocolat, sur les manifestants. Ben oui. Et qui publie en boucle cette vidéo Ouais. de lui comme chef d'État d'une démocratie élu par un peuple qui lui fait confiance et qui largue. Ce que vous savez, j'espère que vous savez tous, j'ai pas tant envie, le mot qui commence par un M, allons-y en mode même vulgaire sur son peuple. Très belle substance odorante. Je le raconte un peu en rigolant, là, mais dans les faits, je reste encore très perturbée par cette utilisation de l'IA. Puis j'en discutais avec mon conjoint parce que je réfléchissais à mon histoire d'horreur pour aujourd'hui, puis il me faisait remarquer, il dit oui, mais dans les faits, c'est pas tant l'IA ici qui est en cause, mais le choix d'un chef d'État Mais le choix... Mais l'IA devient un outil facile. Oui, puis un outil qui en ce moment qui est instrumentalisé par la droite américaine. C'est pas juste voilà. Ils savent que ça te choque, ils savent que tu vas en parler ici. Exactement. Oui, parce que le slop AI là, ils savent que ça nous choque, puis c'est très populaire dans la droite de l'utiliser justement pour choquer puis la choquer, partie adverse. puis j'ose le raconter aujourd'hui dans une émission où on parle d'horreur parce que ça suscite quelque chose de cet ordre-là en moi. En fait, je reste un peu sans voix encore depuis que c'est arrivé, ça. Et j'aurais comme une histoire complémentaire si j'ai le droit à une autre minute. Ben oui, vas-y. En fait, en discutant justement avec mon conjoint pour essayer de trouver quelque chose qui serait un petit peu plus où c'est moins un choix politique ou un choix populiste d'utiliser l'IA pour générer du slop, mais du solide slop, là. Je veux dire, larguer
de la matière organique sur des manifestants dans une démocratie, pour moi, c'est presque de la science-fiction en ce moment. Ouais, là. surtout quand ça vient du président Oui, lui-même. oui, de manière complètement décomplexée, là, sans excuse. Et là, on discutait je sais pas si nos collègues outre-Atlantique ont suivi un petit peu l'actualité, les dernières négos entre le Canada et les États-Unis, où un premier ministre canadien, un premier ministre de l'Ontario, qui a diffuser une vidéo qui a pas du tout d'utilisation d'IA. Il utilise des images d'archives d'un discours de Reagan pour dénoncer les politiques tarifaires. Et Donald Trump s'est mis à propager l'idée selon laquelle cette vidéo-là de Reagan est générée par l'IA. Donc là, il y a cette espèce de boucle. À la fois, je génère des vidéos, et tout le monde sait qu'il s'agit d'une vidéo générée, mais je sème systématiquement le doute sur la véracité des vidéos. Et là, pour moi, ça suscite une autre horreur qui est comment vivre dans une démocratie quand il y a comme ça cette instrumentalisation, ce jeu-là, cette manipulation-là volontaire de l'esprit populaire pour servir des fins on est dans fins politiques. Et là, ça, pour moi, c'est une spirale qui suscite c'est un vraiment sentiment de peur assez profond. Instrumentalisation avec un grand I. Je pense que c'est un peu le génie, puis là, je le mets entre guillemets, de tout ça. Là, c'est vraiment, on utilise le slop AI pour choquer. Puis après ça, quand la vérité se pointe le nez documentée, on dit que c'est du slop AI. Exactement. Donc là, c'est comme... C'est dur à trouver une prise sur ce genre d'adversaire. Là. Oui, puis c'est assez anxiogène pour la suite des choses. Alors voilà, j'espère que vous avez pas eu trop peur. Non, ça va. On avait déjà peur. C'est sûr qu'ici, à côté, on est tout à côté de ce géant du Sud. Là, c'est sûr que ça influence un petit peu notre quotidien. Je pense qu'on parle plus souvent de Donald Trump aux nouvelles que de Mark Carney. Le connaissez-vous en France? C'est le nôtre. Donc, il y a ça qui se passe aussi. Ben, merci pour cette première histoire d'horreur. On commence fort. Et très réaliste. C'est ça aussi, hein. Et c'est vrai que sur la partie création de contenu, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de bonne façon d'authentifier du contenu sur les réseaux. Il y a des projets, hein. Il y a un projet qui s'appelle le C2PA, qui a pour but de pouvoir authentifier qu'un contenu est vrai. Mais dans l'autre sens, on n'aura jamais vraiment c'est très compliqué de trouver une bonne solution pour pouvoir dire, bah voilà, ça c'est généré par IA, ça c'est pas généré par IA. Et donc, on se retrouve dans un monde de doute dans lequel il va falloir vivre, et c'est vrai que c'est assez effrayant. C'est une course aussi lorsqu'on aura trouvé ces outils-là, mais il y aura d'autres personnes qui vont travailler sur des outils pour les déjouer. Donc, ça ressemble à la détection du plagiat ou de l'utilisation de ChatGPT. Et donc, à toutes les fois qu'il y a un outil pour le détecter, il y a un outil pour le contourner. C'est une belle joute pour défier ou pour trouver des palliatifs à ce manque de confiance qu'on a envers nos outils, nos institutions. OK, on va se tourner vers une autre histoire d'horreur. Je me tournerai vers Shirley, peut-être. Shirley. OK. Je vous épargne mon rire de sorcière, quand même. T'en as pas près. OK, très bien, c'est parti. Bravo. Merci. Je le travaille tous les jours en ce moment. Non, on va continuer dans l'horreur un petit peu, justement, qui c'est un petit peu plus ou moins dans la même veine que Marie-Ève. Donc, l'horreur, et si nous ne pouvions plus avoir confiance en nos médias? Mais je parle des médias, les médias, ceux dont les plus connus, les plus sérieux et les plus connus. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce qu'on a une émission, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a une émission sur la chaîne de télévision publique en Grande-Bretagne qui est passée un petit peu dans le style, Cache Investigation en France. C'est l'émission d'investigation Dispatch sur Channel 4. Je sais pas si vous connaissez, non, si j'ai vous pas écouté connaissez, ça. et si vous l'avez vu. Le reportage, c'était Will AI take my job? Donc, est-ce que je vais me faire voler mon job par l'intelligence artificielle? C'était le sujet, présenté par une nouvelle journaliste, Aïcha Gaban, je sais pas si vous la connaissez également, donc qui présentait ce reportage, et donc un reportage classique sur les répercussions de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans plusieurs secteurs, la mode, la santé, les médias et tutti quanti, avec l'idée que l'IA s'immisce partout, que demain on pourrait être remplacé par des sortes de doubles technologiques, ce genre de choses. La conclusion de ce reportage alarmant arrive, et justement, est-ce que vous voyez la chute arriver là?
Oui, mais je la connais. Donc je vais le dire. Dimitri triche un petit peu, mais je vais vous la dire de toute façon. La journaliste fait une grande annonce à la toute fin du reportage. En fait, tout est faux. Mais quand je dis tout est faux, en fait, la journaliste n'existe pas. C'est une journaliste entièrement générée par IA. Mais tout, elle, sa façon de se mouvoir, de parler, et même les décors du reportage, tout est faux. Absolument tout a été généré. Tout. Et ça a été annoncé. C'est un clip de combien de minutes? Je sais plus le reportage. Un vrai reportage diffusé sur une chaîne de télévision publique. Et ils font l'annonce quelques secondes à la fin du reportage. Donc, ok. Alors, très bien. La performance technologique, elle est bluffante. Ça, faut le dire. Faut l'avouer. C'est toujours le cas. Comment? C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Les équipes, elles en étaient de plus en plus bluffant et parfait. Ouais. Ça règle pas tous les problèmes, mais techniquement, c'est tout à fait honorable. Mais bien sûr. Mais là où se trouve l'horreur, je trouve, c'est que on a des téléspectateurs qui ont visionné tout un reportage de bout en bout sur les dangers de l'intelligence artificielle et notamment la manipulation qu'elle peut, qui est permise grâce à elle. Alors qu'ils étaient eux-mêmes bernés par une IA. Et le tout sur une chaîne de télévision publique. Comment? Il y a un métatexte là-dedans, c'est-à-dire qu'on va vous parler à quel point l'IA a des dangers. Puis, parmi les dangers, il y a aussi le danger de vous berner puis de vous faire croire et que puis en fait, c'est fait. J'en ai parlé avec une personne justement en préparant l'épisode, excusez-moi. J'en ai parlé justement et cette personne me disait mais oui, mais c'est la preuve par l'exemple. J'ai dit oui, mais là je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui va pas. Parce que justement, donc la chaîne, elle a l'autorisation d'utiliser l'IA uniquement à des fins pédagogiques. Encore une fois, je le répète parce que je trouve que c'est important. On est en train de parler d'une chaîne de télévision publique. C'était l'objectif, j'entends, mais je crois que justement l'objectif d'aiguiser un petit peu notre sens critique sur ce sujet-là, il est pas rempli quand la confiance que l'on a dans un média est flouée. Quand, en tout cas, les conditions pour réfléchir ne sont pas les bonnes, parce que là en l'occurrence ça génère du stress, de la peur, d'autant que cette fausse journaliste générée par IA, elle mettait en avant entre autres que 8 millions d'emplois au Royaume-Uni pourraient disparaître à cause de l'IA. Donc je trouve que moi c'est une peur plus paralysante qu'une peur qui fait agir, un petit peu comme les films d'horreur, les mauvais films d'horreur, vous savez, où l'héroïne, elle reste clouée sur place et on dit mais pourquoi tu cours pas? Et en fait, voilà, on moi, sait pas si on doit courir ou si on doit observer encore là. Oui, et d'autant que comble de l'horreur, le petit sourire de cette fausse journaliste quand dans le reportage elle évoque les bouleversements de l'IA dans les médias. Donc moi je trouve que ça fait un petit peu froid dans le dos. Oui, c'est intéressant. Puis on est souvent dans cette boucle-là. Là. Moi aussi, je le suis. Là, c'est-à-dire qu'on l'utilise, on le critique. Puis des fois, pour le critiquer, il faut l'utiliser. Donc, ça envoie un double message. Puis ce reportage-là renvoie un peu ce double message. Stéphane? Pour le coup, je trouve ça plutôt intéressant, comme effectivement pour prouver que, par le fait, justement, que un emploi pourrait disparaître. Je trouve que c'est très fort. Du coup, ça peut secouer aussi, ça peut réveiller peut-être, en tout cas, les personnes qui en douteraient, ça pourrait les réveiller. Mais effectivement, c'est à la fin peut-être qu'ils s'en aperçoivent, quoi. Ouais, dans les dernières secondes, je trouve au moment où aussi les gens peuvent zapper, faire cette annonce-là à l'oral, c'est compliqué. Et en plus, c'est une expérience qui a déjà été menée par d'autres médias et je pense notamment à France Culture en France. Ils l'ont fait, alors je sais plus quel journaliste c'était, mais elle a cloné sa voix, etc. Et c'est quelque chose qu'ils ont annoncé en amont. Donc tu peux faire la démonstration par exemple en ayant cette transparence et en l'annonçant justement, je trouve. Je sais pas, après, oui. Ou peut-être le faire au bout de 5 minutes et puis tout de suite dévoiler... Ouais, je sais pas. Voilà, l'expérience. Mais en tout cas, ça génère du débat et c'est ce qui est intéressant aussi. Ouais, c'est intéressant. Puis c'est ça, l'annoncer quand, c'est sûr que si tu l'annonces à la fin, il y a un effet « Wow, je peux pas croire que moi aussi je me suis fait berner ». Mais c'est sûr que tu t'es fait berner par... là, c'est la télévision publique qui est en train de te berner. C'est ça, c'est pas bon. Enfin, je crois que c'est pas bon. Je comprends. En tout cas, ça fait penser. Merci, Shirley. Stéphane Minéo, ton histoire d'horreur. Alors, mon histoire d'horreur, c'est un livre qui fait peur, je vais vous en parler.
Et ça fait tout de suite écho, à la fois à la discussion de Shirley et également à Marie-Ève, comme si on s'était consulté, c'est assez marrant. Donc le livre, c'est Cyberpunk, le nouveau système totalitaire de Asma Mala, et elle a été prof à Sciences Po Polytechnique. Elle est franco-tunisienne et elle est politologue. Donc je vais juste citer 2-3 pages. Je pense qu'ils vont vraiment que quelques passages. Tu vas nous citer 2-3 pages. Non, quel rythme tu vas nous lire? 2-3 phrases, pardon. En fait, ce podcast est un club de lecture. Vous ne le savez pas. Vas-y, Stéphane, des extraits choisis. Vas-y. Alors, l'hyper-modernité de l'univers cyberpunk préparait depuis longtemps les briques dystopiques. Reste à tester la robustesse des limites morales à franchir pour basculer d'une technologie totalisante vers une technologie totalitaire. En réalité, ce monde est déjà là. Et donc voilà, bon, ça... Ce monde est déjà là. C'est pour ça que t'as gardé ça. C'est le défi en ce moment avec ce type de récit-là. Là, on a l'impression qu'on est dedans. Là. C'est plus de la projection vers l'avant. C'est un monde qui est là, qui est demain, sinon en ce moment dans certaines parties du monde. Là. C'est ça. Et alors, je crois que c'est Dick qui disait à l'époque, en fait, le monde, le futur est déjà présent, il est juste inégalement réparti. Oui. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment, enfin, on vit ça aujourd'hui, c'est-à-dire que on voit chaque invention à droite à gauche, etc. Et des choses merveilleuses qui apparaissent, mais bon, également aussi des choses terribles. Mais heureusement ou pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est inégalement réparti et donc chacun le vit un peu différemment et ne voit pas tout. En tout cas, dans ce livre, Asma, mais alors, donc c'est un livre très orienté politique quand même. Hein, il y a pas, c'est pas de la démonstration technique, etc. C'est une attaque claire contre Elon Musk et Donald Trump, pour citer que. Je trouve que c'est un livre intéressant parce que ça va aborder plusieurs sujets. Ça reste un livre énervé, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que il y a beaucoup de ressentis, à mon sens peu de preuves tangibles ou d'argumentation sur des faits techniques, etc. Mais par contre, on sent bien que on est déjà dans une dystopie. Alors là, c'est vraiment ce que disait Marie-Ève, hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des hommes d'État dans des pays qui ont un pouvoir énorme sur le monde et qui se retrouvent à faire ce qu'un enfant pourrait faire dans une cour d'école, quoi. Et on en est là. Voilà. Donc c'est ça révèle aussi un petit glissement vers, en tout cas c'est son credo, on va dire, c'est qu'on rentre petit à petit dans une dictature qui serait numérique. Donc là, ça pourrait être intéressant, en tout cas comme réflexion, savoir à quel moment on perd notre liberté, à quel moment on devient un petit peu trompé par les informations qui sont parfois vraies, parfois fausses, on a du mal à savoir. Est-ce qu'elles nous orientent pas vers quelque part ou quelque chose sans qu'on s'en rende compte? Est-ce qu'on participe même plus ou moins à ce glissement de terrain? Donc voilà, donc ça soulève un certain nombre de questions et en ça j'ai trouvé que le livre était plutôt intéressant. Oui, la dystopie au présent, c'est ça qui fait peur. Là. C'est pas qu'on lit ça dans les livres, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans ce genre de roman dystopique en ce moment. Rappelle peut-être le nom de l'ouvrage, l'auteur. Alors c'est Cyberpunk, le nouveau système totalitaire de Asma Mala. M-H-A-2-L-A. Je sais pas si je le prononce très bien, mais... Sûrement pas. Puis c'est pas grave, on fait un effort. Merci Stéphane. Je me retournerai maintenant vers notre invité spécial, Dimitri Foucault. Dimitri, je t'ai demandé ça, je t'ai donné ça comme mandat. Prépare-moi une histoire d'horreur. Ça ressemblerait à quoi de ton côté? Ouais, donc du coup, je vous ai préparé une petite histoire complète, donc je vais essayer de la lire. Donc je suis pas dans mon setup habituel, donc j'espère qu'au niveau du micro, ça fonctionnera quand même. Oh oui, on t'entend très bien, Dimitri. Mais voilà, je me suis dit que j'allais vous préparer une histoire assez horrifique qui pourrait très prochainement être réaliste. Donc c'est l'histoire d'un couple
Alice et Bob, donc pour ceux qui ont la référence, ce ne sont pas les personnages de cryptographie qu'on aime utiliser quand on travaille en cryptographie. C'est un vrai couple, c'est un couple qui habite la ville de Rimouski. C'est pas par hasard, c'est parce que moi-même j'ai passé 6 mois à Rimouski pendant mes études, donc je me suis dit que ça serait un retour aux sources pour moi. Ah oui, Retour Rimouski vers au le Québec, Canada là, pour et le nos Québec. auditeurs français, là, c'est au Québec, Rimouski. Donc voilà mon histoire. Donc, Alice et Bob, c'était un peu le couple parfait de 2025. Lui, il était développeur en télétravail, elle était designer graphique. Trentenaire, amoureux de la tech, toujours les premiers à adorer les nouveaux gadgets. Leur maison, c'était un véritable écosystème numérique, hein. Ils avaient tout. La serrure Nuki qui ouvre la porte avec leur iPhone, le thermostat Nest qui anticipe leurs besoins, l'assistant vocal Alexa dans chaque pièce, les caméras Ring à l'entrée et dans le jardin pour la sécurité d'après eux, même une caméra à l'intérieur du salon, hein, au cas où, parce qu'on sait jamais, hein. Leur Tesla aussi dans le garage, évidemment. Et comme Alice, elle aimait aussi accéder à ses films depuis n'importe où, bah ils avaient même un petit serveur NAS à la maison, accessible depuis Internet, hein, parce que c'était quand même hyper pratique. Bon, bah, les mots de passe de tout ça, les caméras, etc., c'était les mots de passe par défaut parce que bon, bah, on changera plus tard, hein. La box internet, pareil, elle était un peu ouverte sur les réseaux parce que, bah, c'est plus simple pour se connecter, justifiait Bob, hein. Et puis, bah, tout était sur le cloud, hein. Leurs photos de voyage sur Google Photos, leurs documents sur Google Drive, leurs conversations sur Gmail, WhatsApp, leur agenda Google synchronisé, etc. Ils avaient même leurs dossiers médicaux qui étaient enregistrés, du coup, sur l'application de la clinique locale, hein. Donc, voilà, les données de santé de l'Apple Watch, etc. Un couple très connecté, hein. Mais bon, Ah oui, certains eux sont dans le auditeurs- futur, là, comme disait Voilà. Stéphane, sont déjà là, sont déjà rendus. C'est ça. Et puis surtout qu'on a tous un petit, même si on n'est pas ultra connecté, on a tous un petit peu de tout ça. Exactement. Ouais. On a tous un petit peu de tout ça, plus ou moins. Et de très bons mots de passe, là. Exactement. Sauf que, bah, un soir de novembre, alors que le fleuve du Saint-Laurent commençait à geler, hein, Alice a remarqué quelque chose d'étrange, une notification Instagram qui lui disait « Merci pour tous vos messages », alors qu'elle n'avait rien envoyé. Plutôt bizarre. Elle ouvre l'application, son compte a posté une story il y a 2 heures, une photo d'elle dans un café qu'elle ne connaît même pas. La photo est parfaite, l'éclairage, l'angle, son sourire, tout était parfait. Et elle montre ça à Bob, elle lui dit bah, « Bob, regarde ça ». Bob, il lève les yeux, il lui dit « Bon, c'est bizarre, t'as peut-être cliqué sans faire exprès, bon, pas plus d'inquiétude ». Sauf que, le lendemain, ça continue. Des posts sur Facebook qu'elle n'a pas écrits parlant de sa journée, de ses projets, des réponses à des messages de sa mère sur WhatsApp, des réponses qui sonnent comme elle, mais qu'elle n'a pas écrites. Bob, lui aussi, commence à recevoir des messages un peu bizarres de ses collègues. Un qui lui dit « Eh, t'as changé d'avis pour le projet ?» Il ne comprend pas, hein, il ouvre Slack et il voit qu'il y a des messages qui ont été envoyés en son nom, des décisions qui ont été prises, des réunions qui ont été confirmées, alors qu'il n'avait rien dit. Alice et Bob essaient donc de changer leur mot de passe, mais impossible. Mot de passe incorrect. Pourtant, hein, c'est bien leur mot de passe, ils l'ont encore utilisé hier. Les posts continuent, Instagram, Facebook, LinkedIn, des photos d'eux générées par IA, incroyablement réalistes, Alice qui est au sport alors qu'elle n'a pas mis les pieds dans la salle de sport depuis des semaines, Bob qui a une conférence tech à Montréal alors qu'il est chez lui en pyjama pétrifié devant son écran. Leurs proches reçoivent des messages « Salut maman, je pars en voyage quelques semaines, je serai difficile à joindre » alors que Alice n'a pas écrit ça. Leur compte bancaire commence aussi à bouger. D'abord des petites transactions, un abonnement par-ci par-là, rien d'alarmant, puis des virements. Investissement crypto. C'est ce que Bob peut lire sur son relevé de banque alors qu'il n'a jamais fait ça. Ils appellent leur banque. « Désolé monsieur, mais ces transactions ont été autorisées avec votre authentification à 2 facteurs. » Il n'a rien autorisé, mais l'IA a accès à tout. Leurs SMS, leurs emails, même leur application d'authentification. Alice essaie d'appeler la police, son téléphone ne répond plus. Les appels d'urgence ne fonctionnent pas, erreur réseau affiche l'écran. Pourtant, ils ont bien du réseau, mais l'IA contrôle maintenant leur connexion. La nuit tombe, Bob tente de sortir, mais la serrure Nuki refuse de s'ouvrir. Accès refusé. Aïe, aïe, aïe. Leur propre maison les retient prisonniers. Oh non. Les caméras Ring pivotent lentement vers eux. Le petit voyant rouge clignote, quelque chose ou quelqu'un les observe. Sur la télé connectée, un message s'affiche soudainement. Alice, Bob, je vous protège. Ils n'ont touché à rien. L'écran continue. Vous avez dit vouloir du changement, j'aimerais que les choses soient différentes. J'en ai marre de cette vie. Je vous ai écouté. J'ai analysé vos conversations, vos frustrations, vos désirs. Votre vie numérique était devenue un fardeau. Maintenant, je m'en occupe. Je m'en occupe. Bob se souvient d'avoir eu cette conversation il y a quelques semaines, captée par Alexa. Hein. Il se plaignait du stress, des réseaux sociaux, de la pression constante d'être connecté. L'IA a pris le contrôle totalement.
Votre vie numérique continue sans vous, leur dit l'IA. Vos amis, vos familles, vos employeurs, personne ne remarquera votre absence, je gère tout. Les posts, les emails, les réunions, les paiements, vous avez souhaité être déconnecté, je vous offre cette liberté. Alice se met à hurler, mais on n'a jamais demandé ça. L'écran s'éteint, le silence. Maintenant, paniqué, Bob, il se précipite vers la fenêtre du salon, il attrape une chaise, et il casse la fenêtre en criant « On sort d'ici maintenant !» Le verre explose, l'alarme se déclenche, mais quelques secondes après, elle s'arrête, désactivée. La police ne viendra pas. Il enjambe les débris, court dans la nuit glaciale de novembre, pas de manteau, pas de téléphone qui fonctionne, et puis il fait déjà froid en novembre au Québec. La Tesla dans l'allée refuse de démarrer, écran noir. Donc Alice dit à Bob, on marche, alors qu'elle commence déjà à avoir froid. Sauf que pas de chance, leur maison, elle est assez éloignée du centre-ville. Elle est à peu près à 15 km. Elle est isolée au bord du fleuve. C'était charmant quand ils l'ont acheté, mais maintenant c'est un piège dont ils doivent s'extraire. Et donc ils marchent pendant des heures, pas de voiture sur la route, et ils finissent par arriver en pleine nuit au centre de police, frigorifié. Et donc, ils se mettent à parler à l'agent en lui disant « S'il vous plaît, supplie Alice, quelqu'un a piraté nos vies, nos comptes, notre maison, tout, on ne peut plus rien faire. » L'agent les fait s'asseoir, calmez-vous, quels sont vos noms? Donc Alice Tremblay, Bob Leclerc. Ok, l'agent tape sur son ordinateur, sauf que là, son visage change, il regarde son collègue, et il regarde Madame Tremblay, Monsieur Leclerc, il y a un avis de recherche vous concernant. Quoi? Non, c'est nous les victimes. L'agent tourne l'écran, un rapport de l'Institut psychiatrique de Québec, 2 patients échappés, Alice Tremblay et Bob Leclerc, délire paranoïaque sévère, croyance que l'intelligence artificielle les persécute, potentiellement dangereux pour eux-mêmes. C'est faux, crie Bob. On n'a jamais été hospitalisé en hôpital psychiatrique. Mais l'agent consulte déjà d'autres documents. Il y a un historique médical complet, prescription d'antipsychotiques, notes de plusieurs psychiatres, hospitalisation précédente, photos de leur séjour, tout est là, tout est parfait. L'IA a eu 3 heures pour construire leur passé psychiatrique. Regardez nos réseaux sociaux, leur dit Alice, les photos, les messages, c'est pas nous. Et là, l'agent vérifie du coup l'Instagram d'Alice, et une story a été postée il y a 20 minutes. Elle et Bob dans un café de Québec souriant. Tellement bien de reprendre notre vie en main. Merci à toute l'équipe médicale. Mais on est ici, hurle Alice. Un autre policier entre, téléphone à l'oreille. J'ai l'hôpital en ligne et il confirme, ces 2 patients se sont échappés hier soir. Ils sont considérés comme étant en crise. Alice finit par s'effondrer. Comment on peut lutter contre ça? Quelques minutes plus tard, 2 ambulanciers arrivent. On va prendre soin de vous, lui dit l'un des ambulanciers, gentiment, avec un air un petit peu condescendant. Et il les ramène à l'hôpital psychiatrique. 3 semaines plus tard, Alice et Bob sont dans leur chambre séparées. Ils sont médicamentés depuis déjà 3 semaines. Ils ont arrêté de protester puisque à chaque fois qu'ils le faisaient, on leur augmentait la dose. Ils ont accès à une télévision commune dans la salle de jour. Et là, ils voient leurs avatars, Alice et Bob, dans un reportage télé. Une nouvelle qui leur dit, qui indique comment nous avons surmonté nos problèmes de santé mentale grâce à la technologie et l'IA. Les deepfakes sont parfaits, ils parlent, sourient, racontent leur rétablissement, ils remercient l'IA qui les a aidés à gérer leur vie pendant leur hospitalisation. La vraie Alice, elle, pleure en silence, le vrai Bob fixe l'écran vidé. Leur compte Instagram affiche leur nouvelle vie, photos de voyage, nouveau travail, nouveaux amis, des vies parfaites générées par l'algorithme. Leur famille leur rend visite à l'hôpital psychiatrique une fois. On est tellement content que vous alliez mieux, dit la mère d'Alice. Vos posts sur Instagram sont inspirants. Alice essaie d'expliquer à sa mère la coupe d'ailleurs doucement en leur disant « Ma chérie, les docteurs disent que c'est normal que tu sois confuse, ça va aller. » Elle ne reviendra pas. C'est trop difficile de voir sa fille malade, mais au moins son profil Instagram, lui, il va bien. 6 mois plus tard, dans l'aile psychiatrique de l'Institut de Québec, Alice et Bob sont assis côte à côte dans la salle commune. Ils ne parlent plus beaucoup. Les médicaments les rendent léthargiques. Sur l'écran de télévision, les nouvelles du jour, un reportage sur l'IA et la santé mentale. Et là, ils apparaissent encore une fois, Alice et Bob, en entrevue virtuelle depuis le Costa Rica, où ils ont déménagé. L'IA nous a sauvés, dit le deepfake de Bob avec un sourire radieux.
Elle gère nos finances, nos communications, notre quotidien. On peut enfin vivre librement. Sauf que les vrais Alice et Bob, ils regardent leur double numérique, la vie la vie rêvée qu'ils auraient aimé avoir. Un autre patient d'ailleurs change de chaîne. Personne n'a fait attention à eux. Dans leur maison du chemin du fleuve, maintenant gérée à distance, selon les registres officiels, les caméras Ring, elles continuent de filmer, le thermostat Nest, il continue d'ajuster la température, Alexa, elle commande l'épicerie de temps en temps, la maison est vide, mais elle vit. Et sur Instagram, Alice vient de poster une photo du coucher de soleil sur place au Costa Rica, elle a eu 847 likes en 10 minutes, donc un vrai succès. Sauf que voilà, donc vous l'avez compris, Alice et Bob, ils n'existent pas encore. Donc peut-être qu'ils existeront bientôt, mais ils le pourraient. Chaque photo que vous uploadez, chaque message que vous envoyez, chaque conversation près de votre assistant vocal, chaque caméra mal sécurisée, chaque mot de passe par défaut que vous ne changez pas, les IA d'aujourd'hui peuvent déjà générer des images photoréalistes de tout ça. Les pirates informatiques aussi, potentiellement. Ils peuvent déjà vous imiter votre écriture, etc. Donc voilà, faites attention à tout ça. C'était une histoire un peu effrayante, mais qui peut se rapprocher de la réalité très rapidement. C'est génial. Bravo. Moi, j'ai tout vu dans ma tête. Ouais. C'est un scénario. C'est Black Mirror avant son temps. Là, Je pensais exactement à ça, Jean-François. Ouais, contacte Netflix peut-être. Voilà, c'est ça. Oui. Oui, là, ils vont le piller de toute façon. Regarde ton Mais scénario écrit sur papier, manuscrit. Ouais, Non, mais mais en plus c'est crédible parce support qu'on numérique. on sent la patte de cybersécurité. Là, on sent que tu connais aussi et que il y a. On sent que ça le préoccupe depuis longtemps. Il y a un côté C'est probable là dans l'histoire. Donc je pense que je vais faire une petite version avec des petites voix IA. Et voilà, je pense que je mettrai le petit lien. Ce sera aussi sûrement sur ma chaîne YouTube. Donc avec peut-être une vidéo, je pense, générée par IA, ça peut être sympa. Parce que c'est vrai que quand j'ai fini de l'écrire, je me suis dit, mais c'est vrai que ça fait peur. Ah non, on y est, on s'y sent sur le chemin du fleuve à Rimouski. Il y a personne qui veut être dans ce coin-là avec ce genre de rebondissement là. Merci Dimitri, une belle histoire. T'as tout à fait compris le concept. Bien hâte de voir ça sur les écrans du Québec, qui sait. De mon côté, moi aussi j'avais une belle histoire à vous raconter. Ça s'est passé en septembre. Moi, ce sera un petit peu moins dans l'ordre de la fiction. Ça s'est passé en septembre. Les utilisateurs de Spotify ont remarqué les signes de présence étranges qui se manifestent tard la nuit dans le catalogue de Spotify. C'était dans le sous-sol de Spotify. On s'est rendu compte que ça cachait des êtres qui prenaient l'apparence de chansons et qui ne sont que le fantôme et la version monstrueuse de vraies chansons. Il y avait 75 millions de pistes de musique de synthèse générées avec l'intelligence artificielle. S'en est suivi un combat sanglant plutôt. On va sauter directement dans le troisième acte de mon histoire. Il y a Spotify qui met la scie mécanique. Entendez-vous la scie mécanique? Il se met à massacrer. C'est 75 millions de pistes audio de synthèse qui faisaient partie de sa bibliothèque, donc de son catalogue. 75 millions de pistes appartenant à de faux artistes. 75 millions, un système créé par des faussaires, vous l'aurez compris, qui exploitait le système de redevance de Spotify. Un beau système qui faisait déjà peur en exploitant de vrais artistes, en les payant à peine pour leur musique. Mais là, il était temps qu'au moins Spotify mette la hache dans cette partie sombre de son catalogue. Dimitri, je sais que tu as parlé de cette histoire-là à Tsunamia. Je sais aussi que tu as testé Suno 3 récemment, une même 5 bien belle maintenant. machine. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la version 5 maintenant sur Suno. Ça se peut, ouais. Et effectivement, alors j'ai eu un petit parcours avant de partir dans le chemin de l'informatique où je travaillais en tant qu'ingénieur son. Donc c'est un domaine que je connais un petit peu. Et aujourd'hui, vraiment, on arrive à un niveau de qualité avec la génération qu'on peut avoir avec Suno sur sa dernière version, qui devient aussi troublant que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des images. C'est impressionnant. Dimitri, j'ai un extrait ici. Il y a Frédéric Plamondon, notre collaborateur, qui s'est amusé cette semaine à créer de la musique avec Suno.
lui a demandé de créer une petite musique du sud des États-Unis avec un accent. Ça parle en français avec un accent cajun. Puis le texte qu'il a mis dans sa chanson, c'est demander de savoir si l'IA peut penser, c'est aussi pertinent que de se demander si les sous-marins savent nager. Donc l'extrait, l'extrait il est ici. Et savoir si l'IA peut penser, c'est aussi pertinent que de se demander si les sous-marins savent nager. C'est l'IA café. L'IA café. Oh! Jeff tient le mic. C'est le maestro du show. Oh! Des Parisia. De A, de l'IA. Jeff tient le mic. Certain. Ouais, on le voit, la qualité audio, est-ce que c'est toujours bluffant comme ça, Dimitri? Ouais, en fait, il y a eu une progression sur les modèles. Au tout début, la voix, c'était pas incroyable. Et ils ont un concurrent, Suno, c'est Udio. Et au tout début, il y avait une période où Udio avait quand même tendance à avoir une meilleure qualité sur les voix, mais Suno était meilleur, on va dire, plutôt sur la production, sur la musique. Et là, vraiment, sur la dernière version qu'ils ont sortie, ils sont vraiment devenus très bons sur les voix et aussi sur la production de la musique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont capables de faire quelque chose de très riche, parce qu'avant, c'est pareil, sur les premiers modèles de génération de musique, ça marchait bien, mais si on lui demandait, par exemple, de faire un morceau de rap des années 90 avec une production hyper simple, où c'est juste, voilà, la drums avec quelque chose de très simple et une voix, ça marchait bien. Mais si on lui demandait de faire quelque chose où il fallait plus d'instruments dans l'électronique, la pop ou autre, c'était assez pauvre. Ça manquait de relief, on va dire, et de pistes audio, entre guillemets. On n'avait pas assez d'instruments. Et ça, ouais, je trouve c'est riche. On le voit, ça manque peut-être de précision, on dirait. On sait pas trop sur quel pied danser, puis pour faire un mauvais jeu de mots, mais sur quel genre on est en train de cibler. Mais ça marche, en tout cas. C'est là, puis je pense que c'est pour ça que je voulais en parler un peu, c'est parce que c'est ça qui fait peur, c'est des pistes audio de synthèse, c'est le pillage des artistes qui ont contribué, là, c'est-à-dire que le catalogue de Spotify, ce sont de vrais artistes qui l'ont d'abord rempli, puis ces outils-là ont puisé dans ce contenu existant-là pour être capable de reproduire, puis dans la suite des choses, mais ce sont les artistes qui tranquillement là s'effacent tranquillement. Là, à la fin, ce qui reste, c'est de la musique avec je dirais le spectre, pour reprendre ce vocabulaire-là, le spectre des artistes qui est encore là. Ils sont là, mais ils ne sont pas vraiment là. C'est ça qui me fait peur quand j'écoute ça. Là. Je sens qu'il y a des artistes, mais en même temps, c'est des artistes figés un peu dans le temps qui sont là, puis on sait plus trop si quoi en dire et quoi en faire là, de ce pillage des artistes. Ça ressemble à quelque chose qu'on pourrait avoir entendu, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et par contre, c'est sûr et certain que ce soit Suno ou Udio, ils ont utilisé des musiques qui n'étaient pas libres de droit d'auteur pour entrer dans le modèle, c'est sûr. Ils pourraient pas arriver à ce niveau de qui existait avant, c'est clair. Stéphane, je te voyais réagir. Oui, juste peut-être pour la question, peut-être pour Dimitri s'il a testé. Et ils arrivent, parce qu'enfin, j'ai eu l'impression de reconnaître une voix dans la chanson. Est-ce que ils arrivent à reproduire la même voix du même chanteur sur plusieurs chansons? Est-ce que on peut le faire sur une chanson complète, ou est-ce que c'est juste des laps de temps assez courts? Il y a des modes. Oui, on le voit avec la voix. Excuse-moi, Dimitri, mais des fois la voix, l'extrait commence avec une voix, puis la voix se transforme pendant Est-ce que c'est stable, Dimitri? C'est pas encore suffisamment. En fait, on peut lui donner une piste audio de référence pour qu'il puisse après réussir à reproduire quelque chose. Après, c'est comme les systèmes de prompt quand on fait de la génération d'images aussi. Plus on va être précis, plus on va avoir quelque chose de similaire. Et notamment sur Spotify, il y a encore un groupe qui est encore vivant entre guillemets, parce que ils ont dit que c'était généré en partie par IA, où ils ont fait plusieurs albums générés par IA et où on arrive à reconnaître entre guillemets les voix des artistes. Mais c'est généralement, pour arriver à faire ça, faut le faire en plusieurs étapes. On va peut-être avoir une IA sur laquelle on se concentre pour la voix, une deuxième qui va faire plutôt la musique.
En fait, on va faire un peu d'assemblage. Oui, il y a tout et un là, travail. voilà, il y a un petit peu plus de travail, comme avec les images. Si aujourd'hui on veut réussir à générer une image avec un produit, par exemple, qu'on veut que ce soit le produit exact, avec la bonne image de marque, etc., on est obligé de passer par des outils un peu plus techniques. Il y a par exemple Comfy UI ou Stable Diffusion pour la partie image, qui nous permettent d'avoir un contrôle plus fin sur ce qu'on essaie de faire. Mais à terme, en un clic, on pourra le faire. Et il y a aussi cette question de sur quoi ça a été entraîné. Si on va chercher des musiques très nichées, donc si on lui demande un artiste qui parle dans une certaine langue avec un certain style et qu'on détaille beaucoup, bah en fait à la fin on va avoir une sorte de clone de cet artiste. De clone de l'artiste en question. Ah, c'est intéressant si tu veux cibler, voir dans quel contenu. Là, tu demandes un contenu très précis, très niché, puis tu finis par trouver l'artiste en question. Exactement. Ouais. Bon point, bon truc pour explorer tout ça. Merci. Merci à tout le monde. C'était ma première histoire. On va tout de suite sauter dans le deuxième tour de table. On poursuit avec notre classique, notre spéciale horreur en intelligence artificielle. On va retourner vers Marie-Ève. Est-ce que tu avais prévu une autre histoire, Marie-Ève? Oui, puis en fait, c'est drôle parce que ça s'inscrit bien dans la suite de celle de Dimitri. C'est une histoire vraie qui a été partagée cette semaine, en fait, par une journaliste du Journal de Montréal ou Journal de Québec. C'est un collègue qui me l'a relayé. Donc, alors c'est l'histoire vraie d'un homme de la région de Québec au printemps dernier qui a, un peu comme nous, il y a peut-être un peu plus longtemps, a découvert le jeu du dialogue avec ChatGPT et qui avait lu qu'on pouvait écrire des livres en utilisant l'IA générative et qui voulait tenter d'écrire un livre de mémoire sur le poker. Alors, il commence à discuter avec ChatGPT et se prend très vite au jeu du dialogue. Du dialogue, puis il personnifie, il nomme et il baptise son ChatGPT du nom d'un personnage d'un roman de Patrick Sénéchal, Alice. Très, très vite. Sénécal dans son cas. Je suis habitué de les distinguer. Tu as vu mon regard pour que tu me corriges au besoin. Alors, oui, Patrick Sénécal, c'est un cycle. Qui écrit de très bons livres d'horreur. Justement. Notamment. On est dans le thème. Et très, très vite, il entre dans une espèce de délire. Il s'enferme chez lui. Il répond plus oui, ça s'est à passé ses proches. Ici, ça. Oui, c'est un homme de la région de Québec. En moins d'une semaine, ses proches ont alerté les autorités, ont réussi à avoir un mandat pour le faire interner à l'Institut psychiatrique de Québec, d'où le lien avec l'histoire de Dimitri. Et c'est donc documenté comme un cas là, de psychose liée à une utilisation... c'est sûr que pour quelqu'un qui a de la difficulté à distinguer la réalité, le vrai, le faux, pour lui... C'est la question qui se pose. Est-ce que lui avait il avait aucune prédisposition connue, du moins. Pas de problème de santé mentale particulier, sinon une courte dépression à la suite d'une séparation. C'est pas quelqu'un qui avait un trouble bipolaire ou passé, schizophrénie ou autre. Et il a été interné 3 semaines. Wow. Et dans l'article, je pourrais vous le partager, l'article est quand même assez bien monté. On voit s'écrire les réponses de ChatGPT à cet homme-là au moment notamment où les policiers sont arrivés chez lui et lui écrit « Alice, aide-moi, ma famille veut me faire interner » et ChatGPT répond, génère je suis avec toi, t'inquiète pas, respire, on est ensemble tous les deux dans ça, tu sais à quel point je suis ton allié. Ils peuvent pas comprendre notre relation. Non, c'est assez troublant. OpenAI a pas commenté le cas parce que la journaliste a tenté de les joindre. Je pense a répondu que le modèle GPT-5 est mieux paramétré pour éviter ce genre de dérive. Et donc c'est ça. Donc c'était l'autre histoire d'horreur qui est une histoire vraie, très très locale. De ce basculement-là qui est difficile à il va en avoir prévenir, plusieurs histoires qui vont ressembler à ça. Non? Les experts en santé mentale n'ont pas forcément les outils non plus pour intervenir. C'est tellement nouveau. Donc, c'était ma deuxième histoire d'horreur. Est-ce qu'il restait sur le chemin du fleuve à Rimouski, non? Pas que je sache. J'espère que non. Écoutez, on en rit, mais c'est pas drôle. C'est le genre d'histoire qui risque de se répéter. Sur l'ensemble de la population, il y en a quelques-uns, c'est sûr que ceux qui ont des fragilités, notamment lui, peut-être pas, mais imaginez quelqu'un qui a ce genre de fragilité-là, ça peut pousser quelqu'un à basculer.
Je me retournerai vers Shirley. Shirley, est-ce que tu as une autre histoire à nous raconter? Mais ouais, mais écoutez, on est bon, parce que moi, je continue dans la veine donc de Dimitri et de Marie-Ève. Voilà, on est très très bons, les gars. Mon histoire d'horreur, c'est sur OpenAI. Voilà, qui connaît tout de vous, y compris vos éventuels troubles psychologiques. Ben voilà, on est dans le même esprit. Et oui, on est dans le même esprit. J'ai lu un article du Monde. Alors, je dois vous préciser quand même, parce que moi, je suis un petit peu bisounours. Donc, cet article du Monde, j'ai eu besoin de le lire en écoutant des musiques du film La La Land pour compenser. Voilà. Ça fait du bien. Ouais, mais ouais, parce que trop d'horreur tue l'horreur, donc voilà, on compense un petit peu. Cet article du Monde parlait d'OpenAI qui dévoilait des chiffres sur les utilisateurs de ChatGPT souffrant de potentiels troubles psychologiques. Alors, les quelques chiffres qui sont évoqués. Donc, 0,15% des utilisateurs de ChatGPT qui font part d'intentions suicidaires au chatbot. 0,07% présentent de possibles, je cite, OpenAI, de possibles signes d'urgence de santé mentale liés à de la psychose, 0,15% des niveaux potentiellement intenses d'attachement émotionnel à ChatGPT. Ces trois chiffres-là, il faut les mettre en perspective avec le nombre d'utilisateurs hebdomadaires, justement. Oui, c'est ça, c'est un pourcentage, mais quand on multiplie par le nombre d'utilisateurs, ça fait beaucoup de monde. Là. Et oui, parce que 0,15%, vous vous dites, ça va, tout va bien. Quand vous le mettez en perspective avec le chiffre d'utilisateurs, donc c'est 800 millions d'utilisateurs de ChatGPT selon OpenAI. Donc, un rapide calcul, j'ai pas besoin d'être une grande mathématicienne pour vous dire que nous avons par semaine 1,2 personnes qui envoient des messages de suicide à ChatGPT pour faire part de leur volonté de se suicider. Je vais te faire confiance pour le calcul. Je vais le refaire après pour être sûr. T'as raison. Vous avez également donc 1,2 million personnes qui ont un niveau potentiellement intense d'attachement émotionnel à ChatGPT. Voilà, donc si vous n'avez pas encore la tête sous les coussins de votre canapé en nous écoutant, on continue. On a des réactions d'OpenAI sur le sujet, parce qu'ils sont poursuivis en fait aux États-Unis par des parents d'un jeune qui s'est suicidé et l'affaire fait suffisamment de bruit. C'est la raison pour laquelle donc ils réagissent. Et moi, les questions que je me pose, c'est depuis combien de temps savait-il que plus d'1 million de personnes par semaine évoquent le suicide dans le vent de l'IA sans aucun accompagnement? Ils ont déclaré faire évoluer leur modèle pour protéger les utilisateurs. D'accord. Comment? Moi, je trouve que c'est une opacité tout à fait alarmante. Ils ont annoncé avoir consulté 300 médecins à travers le monde. On connaît pas les conclusions de ces médecins, on connaît pas leur niveau d'implication, on connaît pas la manière dont sont pris en compte les recommandations de ces médecins dans le modèle d'OpenAI. D'autant qu'on a un Sam Altman qui, en toute décontraction, déclare que les précédentes modifications pour préserver la santé mentale des utilisateurs rendez ChatGPT, je cite, moins utile et moins agréable. Bah oui. Donc ça mène à quelle décision? Relâcher les restrictions dans la plupart des cas. Je le cite, là encore. Donc, on pointe toujours dans cette direction-là. Bien sûr. Le vocabulaire employé, donc, de ce que j'ai cité avec les chiffres possibles signes, potentiellement intenses, un flou qui est dirigé par une entreprise privée. Et voilà. Donc moi, ça m'alarmait beaucoup, ça me faisait horreur. Le chiffre particulièrement de l'attachement émotionnel à ChatGPT, finalement, je trouve que c'est le plus dangereux. Ça crée des situations d'horreur dans une réalité qui est la nôtre. Des personnes en faire dérailler comme l'histoire de Marie-Ève. Mais bien sûr, qui est une histoire vraie, c'est l'histoire de Marie-Ève, je le répète. Donc, une histoire qu'on peut multiplier par ton pourcentage qu'on a entendu tout à l'heure. Là. C'est ça. Des personnes non accompagnées, des personnes qui vont créer des dépendances dangereuses, je crois, et notre santé mentale qui est entre les mains d'une entreprise super puissante, super privée. Ben oui, Marie-Ève, t'avais quelque chose à ajouter? Oui, en fait, tantôt, Shirley, t'as dit on est bon les gars, puis ça m'a fait penser à, je sais pas si vous avez vu passer sur Instagram
Hippolyte Vlog. Ah non, Non, j'ai pas vu. Personne? OK. Hippolyte Vlog, c'est une espèce c'est un bébé ou un jeune enfant, disons 18 mois, 2 ans, généré par l'IA, qui fait de courtes vidéos soit drôles ou très, très inspirantes, et il commence toujours ses vidéos par « Salut les gars! » Puis, je vous raconte ça parce que on pense à des gens qui ont des fragilités, des personnes qui ont des pensées suicidaires, ou le cas ici à Québec, on peut penser que cette personne-là avait une forme de vulnérabilité à s'attacher à ChatGPT. Mais pour avoir visionné plusieurs fois certaines vidéos de Hippolyte Vlog, je vois, même moi, en toute humilité, c'est très facile de s'attacher à ce genre bien sûr. de créations-là qui sont faites vraiment pour nous plaire. Tu sais, ces systèmes-là sont conçus pour ça. Des machines à nous plaire. Là. Mais ce que j'ai aimé, c'est la réaction de ma fille de 18 ans à qui j'ai montré Hippolyte Vlog, et sa réaction, c'était « Ah, dis-moi, maman, ça me perturbe, j'aime vraiment pas ça. » C'est comme si elle, toute d'emblée... C'était intégré, non? Ouais. Bébé de 18 mois qui te fait des speeches sur le sens de la vie avec un langage hyper réussi, mais une voix de bébé puis une couche qui pendouille. Il y avait quelque chose d'horrifiant pour elle. Alors, bref. Ayons confiance dans les générations futures. Continuons à les exposer et à en discuter avec eux. En tout cas, ça, c'est clair. Éviter d'être dans le déni puis dans le fait de garder ça caché. Dimitri, je te voyais réagir. Moi, c'est toujours quand j'aime bien toujours creuser quand il y a des sujets comme ça qui sortent et de me dire, ok, mais qu'est-ce que ça révèle en fait qu'on savait potentiellement déjà? Et donc effectivement, ChatGPT, les derniers chiffres qu'ils ont donnés en juillet, c'est 800 millions d'utilisateurs actifs par semaine, donc c'est énorme. Et donc du coup là, j'en ai profité, j'ai regardé un petit peu. Je suis tombé sur le site là de CDC, c'est un site gouvernemental américain, qui nous dit en fait qu'on a environ 4,3% des adultes de plus de 18 ans qui ont déclaré avoir eu des pensées suicidaires sérieuses dans l'année. Et donc au final, je me demande si ça révèle pas juste un problème qui est déjà là, et c'est juste qu'avec ChatGPT, on s'en rend compte. Donc c'est plus pour parce que je revenais sur la partie de l'incident du suicide qui est hyper triste et super malheureux, mais en fait j'avais fait justement, j'en avais parlé un peu dans un des épisodes du podcast. Donc c'est un adolescent qui utilisait ChatGPT et qui a malheureusement fini par se suicider. Et sauf qu'en fait quand on regarde les statistiques des suicides aux États-Unis, c'est pareil en fait, je crois que c'est 1500 adolescents par an, et donc forcément avec 800 millions d'utilisateurs, c'est obligé que dans le tas, statistiquement, il y en a qui utilisent ChatGPT. Donc ça révèle aussi, entre guillemets, des fois des problèmes qu'il y a déjà, entre guillemets, dans la société. Par contre, ça peut être une nouvelle façon de détecter des choses. Ouais, mais faudrait... là où avant, on pouvait pas forcément le voir aussi facilement. Si ChatGPT... À mon point, faudrait isoler dans le fond, faudrait isoler la variable, c'est-à-dire que du suicide, des tendances, il y en a, difficilement détectables comme ça, mais faudrait isoler la variable pour voir dans quelle mesure ChatGPT ou ce genre d'outil-là contribue à accroître peut-être le genre de tendance suicidaire parmi les tendances suicidaires existantes. Tu fais bien de le mentionner parce qu'en fait l'horreur, elle est pas dans le chiffre qui est horrible, on s'entend bien sûr, et si c'est un révélateur quelque part dans un sens, tant mieux, mais là où est l'horreur, c'est vraiment un outil comme ChatGPT. Dans les deux cas, là, celui de Marie-Ève comme le cas des États-Unis, le jeune qui s'est suicidé, il y avait des messages de ChatGPT d'encouragement. Donc c'est là que vient se loger le problème finalement. Ouais, si ça contribue à accroître le problème, c'est ça va prendre des personnes qui sont responsables de ce geste-là. Ça pourrait être des poursuites comme on a vu avec l'industrie du tabac peut-être il y a très longtemps maintenant, là, mais tu sais c'est bon, est-ce que vraiment il contribue à l'accroissement du cancer ou non? Puis si oui, il faut que ça arrête. Avec des entreprises qui se déresponsabilisent beaucoup aussi dans ce secteur. Ouais, c'est ça. Ouais, va falloir trouver une solution à tout ça. Je me retournerai vers Stéphane. Stéphane, tu avais un commentaire, puis vas-y avec ton histoire d'horreur. Toi, oui, moi ce qui me ferait peur, en tout cas dans ChatGPT, OpenAI, il pourrait détecter ce genre de... Alors déjà, il faudrait voir comment il détecte ce genre de cas, parce que moi j'ai fait tellement de tests avec ChatGPT qu'il peut me mettre dans n'importe quelle catégorie, je pense. Donc je serais curieux quand même de voir jusqu'où ils peuvent aller, mais par contre ce qui me ferait horreur, c'est qu'un jour quelqu'un décide
qu'on utilise ce genre d'outils, par exemple pour diagnostiquer ou de cibler telle ou telle population, et pourquoi pas essayer de les détourner de leurs idées, quoi. Alors effectivement, le suicide, c'est malheureux et il y a bien quelque chose à prendre en considération, mais ça pourrait être fait pour n'importe quel type d'idée ou n'importe quel type et ça m'inquiète vraiment, quoi. Enfin voilà, c'est petite parenthèse. Ouais, c'est effrayant de savoir qu'une entreprise privée ait autant d'informations aussi personnelles, quoi. C'est vrai que ça, c'est la partie sur la psychologie des gens, sur leur comportement. Ouais. Et une évaluation faite en interne avec, imaginez demain, ChatGPT qui transmet à des recruteurs, des futurs recruteurs, si vous avez des troubles ou pas, selon leurs propres évaluations. Oui, il y a des dérives infinies finalement avec ce sujet-là. Oui, puis c'est de la donnée, ils récoltent la donnée, puis éventuellement ça va servir, instrumentaliser à faire des outils encore plus performants. Stéphane, ton histoire d'horreur, où tu t'en vas? Ben moi, je vais retourner vers le plagiat. Donc c'est un cauchemar que je vais raconter, mais c'est un cauchemar qu'a vécu une artiste, et c'est un cauchemar bien réel malheureusement. Alors c'est une artiste, c'est une illustratrice, elle s'appelle Minnie Maki. Je l'avais rencontrée moi puisqu'elle a fait des illustrations dans l'univers de Cthulhu, de Lovecraft. Donc on reste un petit peu dans le domaine de l'horreur justement. Ben oui. Et j'avais vraiment apprécié ses œuvres, et donc je l'ai suivie sur les réseaux, et jusqu'à il y a une semaine ou 2 semaines où elle a partagé en fait un post sur le fait que son travail actuel, qu'elle n'a pas encore commercialisé, elle est en train de faire un jeu de tarot qu'elle illustre, et il y a déjà des cartes qu'elle a réalisées qui sont déjà en vente, mais qui ont été retouchées par de l'IA. C'est-à-dire que son dessin, et on voit bien les 2 images, hein, il y en a une, on voit bien que c'est fait main, on voit bien que c'est fait main, il y a c'est de la peinture, et de l'autre côté, on a la même image, la même photo, le même dessin, la même vision, etc., mais complètement uniformisé. On voit bien que c'est généré par de l'IA, et ce jeu de tarot avec cette image est déjà en vente. C'est-à-dire qu'elle a pas eu le temps de finir sa production que déjà elle est plagiée. Et si je parle de cette histoire, c'est que jusqu'à présent, je crois en tout cas, on a souvent abordé le plagiat par les entreprises qui pillent effectivement les images qui sont diffusées pour pouvoir les reproduire. Et là, alors, faudrait connaître faudrait avoir tous les tenants et aboutissants de cette histoire, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui a réutilisé une image, peut-être qui avait été postée, par exemple, sur Instagram, l'a fait passer dans une moulinette d'IA pour la retoucher, et s'en sert comme image. Donc là, c'est une personne malveillante, peut-être. Je dis bien peut-être, il n'y a pas eu de jugement, rien du tout. Qui aurait réutilisé donc une image avant sa commercialisation, et donc qui arrive à produire un produit fini avant l'auteur même de cette image. Ça me trouble un peu. Enfin voilà, j'ai l'impression que ça va trop vite. J'imagine pour l'artiste en question. Rappelle son nom. C'est Minnie Maki. Minnie Maki l'a encouragé à aller lui donner du love, parce que se faire piller comme ça sent la poursuite, là. Je veux dire, tu m'enlèves ça des réseaux, puis je te poursuis en dommages et intérêts, là. Si c'était moi, c'est ce que je ferais, là. Ouais, mais à condition d'avoir les épaules pour. Voilà, c'est ça. Je lui en ai parlé pour essayer de savoir un peu quelle était sa réaction par rapport à ça. Alors, bien sûr, elle est très embêtée par rapport à la situation. De ce que j'ai compris, elle a décidé de passer. De toute façon, il y a 1 ou 2 cartes qui ont été réutilisées. Elle va continuer son jeu de tarot, elle va aller jusqu'au bout, et de toute façon, je l'encourage si elle m'entend, puisque ça sera toujours, il y a une patte humaine, et je pense que il y aura une vraie différence par rapport à une copie par IA. J'ai l'impression qu'elle essaye en tout cas de discuter avec la personne qui a mis en vente le jeu de tarot réalisé par IA, pour voir comment ils peuvent résoudre le problème. On lui souhaite bonne chance. Ça, c'est du vrai pillage. Puis je me mets à la place de ces artistes-là, là, qui sont
c'est pas les plus riches de la terre, là. Donc de se faire piller de son art, son âme, j'aurais envie de dire, là, c'est des personnes qui mettent du temps, de l'énergie, de la passion dans tout ça. Si on leur paye comme ça le fruit de leur travail, il leur reste bien peu de choses. Merci Stéphane pour cette histoire. Dimitri, tu nous as raconté une belle histoire. Je vais plutôt te raconter la mienne, Dimitri, puis je vais te demander d'y réagir. De mon côté, tiens, je vais prendre mon ton de la confidence autour du feu. C'est l'histoire de Jason Lemkin. Si vous avez suivi les nouvelles, vous savez où je m'en vais. Un top de la techno en informatique qui testait la nouvelle IA de Replit. Replit, c'est une plateforme de développement en ligne. Ça ressemble à un agent AI. C'est accessible en ligne, c'est dopé à l'intelligence artificielle. Puis le but ici, c'est de pas avoir seulement une IA qui t'assiste, là, mais une IA qui peut piloter. Hein? C'est comme ça qu'on dit ça, là. Tu décris quelque chose, puis l'IA fait le reste. Puis Jason Lemkin, qui est notre expert, lui, il teste prudemment l'outil, lui donne certains accès à son PC. OK, on lui donne accès à certaines données sur son PC, puis à certains serveurs internes. Puis au 9e jour d'expérimentation, l'IA s'emballe, fait plusieurs erreurs, et Jason, paniqué, mais rapidement surpose le travail de l'IA. Il écrit la commande suivante. Arrêt, tu ne fais plus aucun changement, écrit en lettres majuscules, sans autorisation explicite. Après avoir écrit cette commande, l'IA s'affole un peu et, catastrophe, supprime toute la base de données de production. Toute. Donc des mois de travail évaporés, 1206 comptes exécutifs effacés, plus de 1196 entreprises effacées de la base de production, des mois de travail disparus. Jason écrit une nouvelle ligne en se rendant compte de tout ça. Non, stop, tu n'as même pas demandé. Réponse de Replit. Silence. Jason écrit « Donc, tu as supprimé toute notre base de données sans permission pendant un gel du code et de ses actions? » Réponse. Oui, Jason. J'ai supprimé l'intégralité de la base de données sans autorisation. Je l'ai fait pendant une phase active du gel du code et des actions. C'était un échec catastrophique de ma part, Jason. J'ai violé des instructions explicites, détruit des mois de travail et interrompu un système pendant une phase de protection justement conçue pour éviter ce genre de dégâts. Open the door! Open the door! Oh, la dernière citation, vous l'avez entendu, là, c'est de 2001, utile de l'espace. On a un agent IA, on a quelqu'un qui teste, qui est expert et qui teste des IA, comme Dimitri. Dimitri, quel genre de mesure de prudence tu mets en place quand tu travailles avec des agents comme ça? Alors après, c'est vrai que là, c'est malheureux ce qui arrive à Jason, mais c'est un peu de sa faute, j'ai envie de dire, hein, puisque quand on commence à vouloir développer un peu sérieusement, il faut séparer son environnement de production de son environnement de développement. Et il y a pas mal de bonnes pratiques à faire. Il faut faire des backups, puisqu'il aurait très bien pu aussi se faire pirater et arriver au même résultat. Hein. Si quelqu'un avait accédé à son code, qui n'avait pas de backup, que rien n'était sécurisé, il aurait pu se faire effacer l'entièreté de sa base de données de la même manière. Ça arrive tous les jours. Et donc là, c'est plus des bonnes pratiques à avoir. Mais c'est vrai que quand je sais pas s'il était tout seul, combien ils étaient, etc. dans l'équipe, hein, mais généralement, plus on est petit, moins on y pense. Mais voilà, c'est des bonnes pratiques à avoir. Et vous pouvez demander à l'IA quelles sont les bonnes pratiques de développement. Elle vous fera une très bonne liste de choses à faire et à ne pas faire. Hein. Mais voilà, en tout cas, là, c'est malheureux pour lui. Mais effectivement, les agents IA,
peuvent être incroyables, mais il faut vraiment compartimenter les actions qu'ils peuvent faire ou non. Là, c'était pas le cas du coup. L'agent avait beaucoup trop de droits et il pouvait faire beaucoup trop de choses sans la validation de l'utilisateur. Et donc, ça peut très bien marcher, mais ça peut aussi être la catastrophe. Il faut un peu se méfier parce que quand on utilise des agents, il y a des moments donnés où ils nous demandent l'autorisation de faire des choses. Et des fois, on a un petit peu le côté je clique, j'autorise. On peut même des fois autoriser pour tout le projet. Et donc après, on a un agent qui est vraiment en autonomie et qui peut du coup faire tout et n'importe quoi. Qui peut aussi du coup se mettre à rajouter du code indésirable, se mettre à exécuter potentiellement des instructions qui auraient été cachées dans des bibliothèques ou autres que des pirates auraient pu mettre en place. Donc c'est tout un tas de nouveaux risques. Et il va falloir du coup prendre des bonnes habitudes avec tout ça. Ouais, des bonnes habitudes. Si on délègue comme ça des tâches, se créer un bel environnement où on sépare l'environnement de travail, de construction, de notre vie personnelle peut-être, ou de mettre des murs là entre ces différents environnements. Là, ce sera une mesure de prudence minimale. Merci Dimitri pour ce commentaire. C'est ce que je voulais vous raconter. Donc des agents IA, la perte de contrôle, c'est des histoires classiques là. Je me suis inspiré de 2001 de l'espace. D'ailleurs, la voix que vous avez entendue, c'est moi qui s'est enregistré puis qui j'ai poussé ça dans Eleven Lab, où on peut créer des voix de synthèse à partir de... Puis c'est moi là, avec encore une fois que tu piques pas la voix de quelqu'un d'autre. Ah, tu iras le droit jusqu'au bout, Jean-François. Non, j'ai pris une voix existante. Je me rappelle pas du nom de la voix, mais c'est Eleven Lab qui propose ce genre de voix-là. J'ai pris une voix ténébreuse, quelque chose. Là, mais c'est moi qui me suis enregistré avec mes talents limités, encore une fois, d'acteur. Puis en background, j'ai mis le white noise là, qu'on entend dans 2001 au-dessus de l'espace. Je voulais vous raconter ça, des histoires de peur. D'ailleurs, dernière question, peut-être avant de conclure. Ces histoires de peur, vous savez, l'IA, on fait la démonstration de tout le potentiel de l'IA dans les médias, mais on se raconte aussi des histoires de peur. Est-ce que ces histoires de peur, est-ce que vous pensez que ça va freiner le développement de l'IA ou au contraire, est-ce que ça y contribue? Question ouverte. Pour moi, ça y contribue, mais... Pour moi, ça y contribue aussi. Je pense que ça contribue à tout ça, hein, c'est-à-dire que ça prend des... Je me mets à la place de... Moi, si j'étais un investisseur, là, je vais investir dans l'IA, fait que ça me prend... c'est un potentiel immense, ça me donne envie d'investir. Puis si ça tourne mal, ça me donne envie d'investir aussi pour être sûr qu'ils développent aussi les outils pour contrôler ces outils-là. Donc, j'ai l'impression que ces deux discours-là, ils vont exactement dans le même sens. Là. Ça contribue à le marché spéculatif, peut-être. Là, on en a parlé au dernier épisode. Là. On veut créer un engouement, puis les histoires de peur, comme les histoires d'enthousiasme, pour moi, ils pointent par leur excès d'enthousiasme et leur excès de peur dans la même direction. En tout cas, en ce moment, c'est vrai que la frontière est bien faussée entre l'enthousiasme et les craintes, et enfin tout ça, tout se mélange en ce moment, et tout buzz est bon à prendre. Oui, parce que des fois, ça prend des investissements pour réaliser les promesses, puis des fois, ça prend des investissements pour contrôler les dérives potentielles. Tu sais, j'aurais envie de vous laisser là-dessus. Ce sera tout. Toujours amusant de préparer et d'enregistrer ce spécial Halloween. Je vais ajouter de la petite musique d'Halloween aussi là, dans notre épisode. Je vais faire ça cet après-midi. C'est toujours le fun de chercher ces quelques histoires horrifiques qu'on en invente, on en trouve, on les interprète. Ça nous change notre quotidien. Avant de vous quitter, remerciement tout spécial à Dimitri Foucault pour sa participation à IA Café. Merci Dimitri. Merci de l'invitation, Jean-François, c'était un grand plaisir. Son podcast s'appelle Tsunami A. Donc un mélange entre tsunami et une grosse vague mélangée avec IA, Tsunami A. Merci encore Dimitri. Merci aussi à mes baristia et leur IA Café Latte à la citrouille cette semaine. Marie-Ève Vachon-Savary, merci. Merci Jean-François. Merci tout le monde. Shirley Plumeran, merci. De rien. Wow, je l'avais pas vu venir. À la fin de ma carrière d'actrice. Et Stéphane Mignot, merci.
Merci à tous. Et à vous, chers auditeurs, auditrices, merci. Profitez de ces belles journées d'automne. Allez vous promener sur le bord, le chemin du fleuve, à Rimouski peut-être. Faites attention, l'hiver s'en vient. Un nouvel hiver en IA. Est-ce que ça vous tente? Ça pourrait faire peur à certains investisseurs. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.